Donc aujourd'hui, on va couvrir deux petits blocs qui finissent le bout de matière générale du langage de Java. Une fois qu'on va avoir fait ça, on va ensuite transitionner dans notre première partie sur les interfaces en Java, donc qui utilise la librairie Swing. Puis il va nous rester après ça une autre deuxième partie des interfaces la semaine prochaine qui va conclure notre curriculum du cours. Donc on va commencer avec le principe d'interface. Donc on a déjà vu le principe d'héritage. Hein? Donc le principe d'héritage me permet de dire j'ai une première classe, puis de cette première classe-là, je suis capable d'hériter tout ce que la première classe est capable de faire, puis au besoin de rajouter ou sinon de changer, de surcharger certaines méthodes, puis d'être capable de modifier le comportement de la classe initiale. Donc l'héritage, c'est fait pour prendre un élément initial puis le spécialiser. Okay? Donc le nom d'héritage, c'est aussi un phénomène de spécialisation puis de généralisation. Par contre, des fois dans notre programme, c'est pas nécessairement de l'héritage pur qu'on a besoin, mais on a besoin de dire que des éléments ont des parties communes sans pourtant hériter de la même chose. Donc, admettons ici un exemple simple. On pourrait prendre des formes où chaque forme peut avoir, tu sais, on a des triangles, on a des carrés, on a des cercles, on a des formes qui n'ont pas de nom, donc juste avec des lignes, okay, ainsi de suite. Fait que chacune de ces formes-là pourrait avoir sa propre classe. Des fois, ça pourrait être des affaires en héritage, tu sais, comme un carré, puis pour avoir une spécialisation qui est le rectangle, et ainsi de suite, ou des choses comme ça. Mais le principe, c'est que si je veux avoir quelque chose qui est capable de prendre n'importe quel type de forme, puis que je vais être capable, mettons, d'aller chercher l'aire de mes différentes formes. Mon triangle, mon cercle, mon carré, ils ont tout un aire. Mais il n'y a pas rien qui a un lien d'héritage entre eux autres. Donc, le principe des interfaces, c'est d'être capable de se dire, je veux avoir une espèce de moule, que je vais dire que n'importe qui est capable de se conformer au moule va être capable d'être utilisé avec ce type de moule-là. Donc, c'est un peu le principe d'un contrat, une interface. C'est de dire, voici une espèce de contrat que tu peux signer, dire que tu es capable de faire telle affaire, puis après ça, je vais pouvoir écrire des programmes, écrire des méthodes qui vont être capables d'utiliser des objets qui répondent à ce contrat-là. Donc, le principe de l'interface, c'est quelque chose qui se fait en deux étapes. Donc, la première étape, ça va être de créer l'interface, de créer le contrat qu'il faut que tu dises, OK, ben, tout le monde qui veut dire qu'ils ont le droit d'avoir un aire, admettons, quand on parle de nos différentes formes, n'importe qui doit avoir un aire doit se conformer à ce contrat-là. Donc, si on regarde ici notre premier bloc de code, donc ça se passe dans une classe à part. Hein? Donc, ça peut être son propre élément. Donc, on a ici le mot-clé public interface, donc à la place d'être une classe, hein? C'est quelque chose qui est une autre chose qui est séparé d'une classe, c'est une interface. Mais on va voir que la syntaxe est très semblable. Hein? C'est comme la création d'une classe, mais à la place d'être quelque chose qui va définir des objets, c'est un contrat que d'autres classes vont pouvoir signer. Donc, le principe ici, c'est qu'on a ensuite une liste de méthodes. Donc, en Java, les interfaces travaillent sur des méthodes. En gros, ça dit que n'importe qui va signer ce contrat-là, qui va implémenter cette interface, va être capable de fournir les méthodes suivantes. Donc ici, on peut avoir une liste de différentes méthodes. Il n'y aura pas d'implémentation. Okay? Ça va juste être des signatures de méthodes. Donc on n'aura pas besoin de dire qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur. Ça va être aux différentes classes qui vont être créées qu'il va falloir qu'il y ait des implémentations. Donc, on a juste une série de différentes méthodes. Puis, en plus de ça, on a une signature qui n'a pas de modificateur d'accès.
Okay, ça veut dire qu'on n'a pas le public, on n'a pas le private, c'est automatiquement public. Ça n'a pas non plus de constructeur, c'est pas un concept qui existe avec les interfaces. Donc l'interface c'est seulement le type de retour, le nom de la méthode, puis des paramètres au besoin. Non seulement ça, on n'a pas non plus de bloc de code, donc on n'a pas d'accolade. C'est directement comme une instruction du contrat à faire, donc on a un point-virgule. On pourrait en avoir plusieurs, ici j'en ai juste mis une pour simplifier l'exemple, mais on pourrait avoir plusieurs méthodes avec toujours un retour, le nom de la méthode, une série de paramètres entre parenthèses, suivi du point-virgule. Donc ça c'est notre première étape pour les interfaces. Donc on a dit que c'est un espèce de contrat que le monde va pouvoir utiliser. Donc, premièrement, on va regarder comme une fois qu'on a créé nos affaires, qu'est-ce que je pourrais faire avec quelque chose qui a une interface. Donc, ici, j'ai un exemple où je peux déclarer un objet, ok, ou avoir une espèce de tableau d'objets qui sont de type de l'interface. Ça veut dire que ça peut être différents types d'objets, ok, qui vont être des classes séparées. Ça se peut que ce soit des triangles, ça se peut que ce soit des cercles, ça se peut que ce soit des carrés, ça se peut que ce soit des objets de plein de types différents, plein de classes différentes, mais chacune de ces classes-là va avoir signé et dire « moi je suis capable d'être avec telle interface, je suis capable d'implémenter telle interface, j'ai signé le contrat de cette interface-là ». Puis ça va faire en sorte que dans le code où j'utilise des objets comme étant des objets d'une interface, je vais pouvoir utiliser les méthodes que je vais avoir décrites dans l'interface, mais seulement ces méthodes-là. Okay? Parce que je ne sais pas derrière si c'est un triangle, si c'est un carré, si c'est un losange, donc je ne peux pas utiliser n'importe quelle méthode. Je peux juste utiliser les méthodes que je sais que ces objets-là vont avoir implémentées. Fait que on peut utiliser des objets de type d'une interface pour être capable d'avoir une espèce de compte plus large, qu'on va être capable de gérer beaucoup d'objets qui ne sont pas nécessairement de la même famille d'héritage. Fait que, comment est-ce que je fais pour créer une classe qui signe ce contrat-là? Donc, dans le verniculaire de Java, on dit une classe qui implémente l'interface. Donc, comment est-ce que ça va se passer? On a notre classe, ok, donc ça c'est comme d'habitude, on a le public class, ok, on a le bank account, puis ensuite, ben c'est un peu comme l'héritage. Donc après la déclaration habituelle de ma classe, je vais avoir le mot-clé implements, puis je vais être capable de marquer le nom de l'interface. Puis ce qu'on peut voir, c'est que on a plusieurs classes qui implémentent la même interface, puis tout ça, c'est possible. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, contrairement à l'héritage. Donc, tu sais, on avait vu qu'on avait le mot-clé extends qui fait l'héritage, puis toute la classe qui hérite. Hein? On avait dit que l'héritage était singulier. On n'avait pas d'héritage multiple en Java. On pouvait hériter seulement d'une classe. Ben, les interfaces, quand tu implémentes une interface, il est possible d'avoir plusieurs implémentations de plusieurs interfaces différentes. Donc, je pourrais avoir une interface qui dit « moi j'ai un air ». Je pourrais avoir une interface qui dit « moi j'ai un périmètre ». Je pourrais avoir une interface qui dit « moi j'ai un rayon ». Okay? Donc, qui va dépendre du type d'éléments. Puis là, dépendamment de quelle forme tu es en train de travailler, ben, cette forme-là va pouvoir dire ben, moi je suis capable d'implémenter le fait que ça a un périmètre, puis je suis capable d'implémenter le fait que ça a un rayon, puis je suis capable d'implémenter le fait que ça a un air. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? C'est en fait c'est que tu les délimites avec des virgules. Fait que tu pourras avoir comme measurable, virgule, périmétrable, virgule, rayonnable, et ainsi de suite. Donc, les interfaces, on est capable d'avoir de multiples implémentations plutôt que juste une. Tu peux aussi mélanger les deux. Okay? Donc, dans le sens que tu peux avoir une classe qui hérite d'une classe générale, puis qui aussi a des implémentations d'interface. Donc, on est capable d'avoir les deux
en même temps. Quand vous allez essayer de le faire, c'est l'extension en premier, l'implémentation en deuxième. Fait que ça pourrait être genre class, carré, extends, rectangle, implements, R. Donc, on est capable d'avoir toutes ces possibilités-là avec les interfaces. Ça va être une partie importante parce qu'on va utiliser ça dans le travail. On continue. Deuxième point par rapport à le langage pur de Java, c'est le principe d'exception. Donc, le principe d'une exception, ça le dit dans son nom, hein, c'est quelque chose qui arrive exceptionnellement. Okay? Donc, c'est quelque chose qui n'est pas supposé arriver, habituellement emblématique d'une problématique dans l'exécution ou l'opération de mon programme. Donc, quand il y a quelque chose qui casse dans le programme, ce qu'on va vouloir faire, c'est on va pouvoir traiter ça avec des exceptions. Donc, à place que puis, vous avez vu des exceptions, sûrement, j'imagine, durant vos différents travaux, durant le devoir. Donc, à chaque fois qu'on avait une erreur, qui est en rouge, c'était une exception qui avait été générée pour une raison qui était spécifique à ce qui se passait dans ton programme. Donc, les genres d'exceptions que vous avez pu voir, c'est, mettons, si j'essaie d'accéder à un tableau avec un indice qui est à l'extérieur du tableau. Hein? Ça va être un index out of bound exception. Si tu essaies de diviser une valeur par 0, mettons, ça va être un arithmetic exception. Tu n'as pas le droit de diviser les choses par 0. Donc, il y a des exceptions possibles dans le programme. Puis, on peut nous-mêmes générer des exceptions. Okay? Donc, dans nos différents programmes, on est capable de dire, moi, je veux dire qu'en ce moment, avec l'état courant que je suis capable de détecter, il y a un problème fondamental. Il faut gérer quelque chose, il faut arrêter quelque chose, il faut lever ce qu'on appelle une exception. Okay? Donc, quand on lève une exception, c'est comme dire, hey, il y a un problème, arrêtez tout, on va dealer avec ça parce que sinon, il y a des choses qui vont casser. Donc, en anglais, lever une exception, on dit une autre traduction, c'est de lancer l'exception, de throw l'exception. Donc, comment est-ce que ça va se passer? C'est qu'on utilise le mot-clé throw, puis à ce point-là, il faut avoir un objet qui est une exception. Donc, à ce point-là, Java nous donne une panoplie de différentes classes, okay, qui peuvent être de différents types d'exceptions. Donc, si on regarde ici, dans ce que nous, on a vu, c'était majoritairement des runtime exceptions. Okay? Donc, les runtime exceptions, c'est des choses qui se passent à l'exécution. Okay? Le runtime, c'est à l'exécution. Donc, si on regarde ici, le index out of bound exception, il était ici. Le null pointer exception, hein? Si on essaye d'accéder à une référence qui n'est pas un objet qui a été alloué avec un new quelque part, c'est ça qui va se passer. Ça aussi, c'est pas très possible que vous avez vu ça dans le devoir 1 si vous avez mal initialisé votre tableau d'objets. Donc, le null pointer, ouais, c'est ça. Aucune idée. Personne n'a vu ça. Le null pointer exception. On peut voir ici le arithmetic exception. Fait que n'importe quel de ceux-là, tu peux toi-même dire on s'en va par là, ok? Je peux lever l'exception puis même donner des informations qui vont avoir rapport. Parce que si on regarde, le constructeur de ces exceptions-là peut avoir des messages. Donc ça va souvent, si tu es en train de créer un programme, puis tu dis, ben je suis jamais supposé passer par là. Si je passe là, c'est qu'il y a eu un problème fondamental. Habituellement, tu vas essayer de donner un message d'erreur qui va être descriptif de voici l'état courant, ok, voici mes variables étaient à telle affaire, c'est pas supposé se passer comme check là, parce qu'il y a quelque chose qui a cassé de manière fondamentale. Donc, il y a ce qu'on appelle les checked puis les unchecked exceptions. Donc, quand tu regardes ici, le principe c'est on a deux type de couleur là. Fait que on a ici ce qu'on appelle les unchecked exceptions. Okay? Donc les unchecked exceptions, leur principe c'est qu'on ne peut pas savoir d'avance qu'il y a eu un problème. Okay? Donc il faut être dans l'exécution du programme
pour être capable de dire, OK, ben il y a eu un problème, c'est sûr que j'aurais pas pu le savoir d'avance. On a un deuxième type d'exception, OK, qui vont être ce qu'on appelle les checked exceptions. Donc la partie de gauche ici, c'est en gros des problématiques qui doivent être gérées directement dans ton code avant même que tu l'exécutes. Donc ici, c'est des affaires où c'est qu'on peut dire que c'est probable qu'il y a une erreur, puis il faut être capable de le gérer d'avance. L'exemple le plus typique, c'est le File Not Found Exception. Donc nous autres, on n'a pas regardé ça en détail, mais on est capable d'ouvrir des fichiers externes avec Java. Okay? Donc on est capable d'aller ouvrir un fichier sur le disque, puis de lire son contenu, puis d'aller écrire à l'intérieur. Donc, tu sais, il y a du code qui va nous dire, ben, je veux ouvrir tel fichier. Fait que le principe, c'est que c'est très possible que quand tu essaies d'aller ouvrir un fichier, le fichier ne soit pas à son emplacement sur le disque. Hein, ça se peut que tu aies mal mis le chemin d'accès ou sinon que tu as bougé le fichier entre-temps de ton exécution de ton programme. C'est très possible que le fichier ne soit pas là. Donc, ce code d'erreur-là, cette exception-là, va être levée si, quand j'essaie d'accéder à un fichier, le fichier n'existe pas ou il n'est pas au bon endroit, ou en tout cas le chemin d'accès que j'essaie d'aller chercher n'est pas le bon. Donc, quand c'est ce cas-là, il faut que l'erreur soit traitée d'avance dans notre code. Le logiciel ne va pas nous laisser faire la compilation avant que cette erreur-là ne soit gérée. Fait que là, la question que vous me posez à l'instant même, dans votre tête, c'est comme, OK Hugo, c'est le fun que tu me dises qu'il faut la gérer d'avance, mais comment je fais ça? Moi, gérer une exception. Excellente question, étudiant assidu. Pour faire la gestion d'une exception, on va regarder la dernière structure de contrôle. Okay? Donc, après ça, là, vous allez avoir vu la syntaxe complète de Java. Ce qui va rester, c'est un paquet de librairies. Okay? Donc, des manières d'utiliser les choses, mais après les exceptions, on va avoir fait le tour du langage. Donc, ce qu'on va avoir, c'est ce qu'on appelle un try-catch. Donc, le principe du try-catch, c'est que j'ai un premier bloc de code qui est dans le try, okay? Donc essayer quelque chose. Puis dans ce bloc-là, j'ai des appels de méthodes, j'ai des différentes fonctions, différentes créations d'objets. Puis quelque part là-dedans, ça se peut qu'il y ait une exception qui soit levée. Okay? Ça se peut qu'une de ces instructions-là crée un problème. Donc ici, si on regarde, okay, j'ai le try, puis à l'intérieur, j'ai différentes affaires qui pourraient essayer d'aller chercher, mettons, un fichier, ou sinon des fois je peux essayer de parser quelque chose, puis quand j'essaie de parser puis que ça donne pas la bonne valeur, ça lève une exception. Donc ici, j'ai deux possibilités, okay, qui causent, okay, de thrower une exception, de lancer une exception, de lever une exception. Fait que dans le bloc try, j'ai mon code normal, ok. Puis en gros, s'il n'y a pas d'exception qui est levée, s'il n'y a pas eu de problème, ça va juste sauter par-dessus le reste puis continuer normalement. Okay? Fait que si j'essaye toutes mes choses puis il n'y a pas de problème, c'est comme si de rien, c'est bien correct. Par contre, j'ai après le try différents blocs avec des catch. Donc le principe du catch, c'est de dire, ben si tu as eu une erreur de ce type-là, viens ici, exécute ce code-là parce qu'on va voir qu'est-ce qui s'est passé, on va essayer de dealer avec. Donc, le principe du catch, c'est de dire, voici le type d'exception que tu es capable d'attraper, hein, de catcher, puis voici le code qui va être exécuté quand on va lever ce type d'exception-là. Qu'est-ce qui va se passer si, admettons, j'ai pas de file name? Ben, il va arriver ici, il va essayer d'ouvrir le file name que j'ai mis quelque part d'autre, ça vient du nom de la méthode, ça vient d'une autre variable quelconque, hein? Donc ça vient de quelque part. Mais admettons qu'il n'est pas bon. Ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va immédiatement lever une exception ici, ça va sauter par-dessus le restant du code, puis ça va immédiatement arriver ici. Puis là, ça va exécuter ce bloc de code-là. Quand tu gères l'exception à l'intérieur d'un try, ça ne fait pas planter ton programme. Okay? Ça veut dire que tu peux continuer l'exécution de ton programme normalement si tu es capable de bien gérer l'erreur.
Donc, ça ici, des fois, il y a des manières de gérer les problématiques, mettons, que vous avez eues. Si, tu sais, mettons qu'on est dans un tableau, puis que des fois, ça se peut qu'il y ait des valeurs qui sortent du tableau. Si tu veux pas trop gérer, tu peux dire, ben, je vais gérer l'exception. Si l'exception fait que tu as un index out of bounds, fais juste continuer, puis pas traiter ce point-là, ça va être correct. OK, puis on continue. OK, donc ça ne fait pas planter le programme, même si l'exception est levée. Tu peux toi-même redire non, on va faire arrêter le programme puis on va mettre des choses, ok? Donc ici tu peux l'écrire comme ça. Ou sinon tu peux juste dire ben il y a eu un problème, mais comme continue normalement, ça s'est passé et on a délai avec, puis tout va bien. Donc quand je parlais ici des checked exceptions, les choses qui créent ces éléments-là doivent obligatoirement, ok, gérer ça avec un try-catch. Les runtime exceptions, tu peux mettre ça dans un try-catch, mais c'est pas obligatoire. Au pire, ça va arriver au runtime, puis ça va faire arrêter le programme, comme vous avez vu, ok, en action durant vos différents travaux. Fait que ça, c'est le tour des différentes exceptions possibles puis la gestion des différentes exceptions. Ce qui nous amène à tomber dans le bloc de la journée, les applications graphiques avec Swing. Donc, le principe, c'est on veut être capable de créer des environnements applicatifs, okay, avec des fenêtres dans lesquelles on va pouvoir mettre différentes composantes, puis on va pouvoir interagir avec ces différents composants-là. Donc, le principe fondamental de Swing, c'est d'être capable d'avoir des applications visuelles, okay, des GUI, des Graphical User Interface, puis d'être capable d'interagir avec celle-ci. Aujourd'hui, on va regarder la partie affichée des interfaces, puis la semaine prochaine, on va voir la partie interagir avec l'interface. Donc, pour être capable de faire ça, c'est un paquet de librairies. Okay? Donc, c'est un paquet de différentes classes, un paquet de différents objets, un paquet de méthodes, un paquet d'attributs, de variables d'instances. Donc, ici, ça va être très important que vous vous mettiez bien chumé avec les différentes références. Okay? Parce qu'il n'y a pas de manuel en tant que tel pour apprendre cette partie-là, parce que c'est juste une librairie avec des dizaines, des trentaines de classes, puis des centaines de différentes méthodes. Fait que c'est plus par exemple qu'on va aller regarder comment est-ce que ça se passe, ces utilisations-là. Donc, quand on va regarder ici, là, on va revenir à ces différents documents-là, puis comment aller regarder comment ça se passe, comment aller regarder comment créer ces différents-là, ces éléments-là. Parfait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire pour l'instant? On n'est pas pire avec ça. Ouais. Fait qu'on va commencer, puis on va aller regarder les exemples du cours d'aujourd'hui. Les listeners, ça va être pour la partie d'interaction. On va garder ça pour la semaine prochaine. Donc, on va aller regarder le principe d'application Swing. Donc, ici, ça va être une série d'exemples, ok, qu'on va aller regarder pour vous montrer comme les fondements de la chose. Mais encore une fois, pour cette partie-là, ça va être une très grande partie exploratoire, ok, parce que c'est une librairie qui vient avec vos installations de Java. Puis le principe, c'est d'être capable d'aller chercher les différentes informations, les noms des différentes méthodes, les noms des différents objets que je vais devoir créer pour le deuxième devoir. Fait qu'ici, on a une dizaine de démos à faire, là. Okay? Donc, on a ici notre main. En ce moment, on regarde notre démo 1, qui regarde le principe fondamental d'une application avec Swing. Fait que j'exécute ça, on va regarder qu'est-ce que ça donne, puis on va regarder comment est-ce que le code est arrivé à ça avec ça. Fait que on a cette fenêtre-là qui est apparue. Ok, là c'était sur mon autre écran, là, je l'ai apporté ici. Fait que si on va regarder
c'est quoi le code qui a généré cette merveilleuse fenêtre-là. Fait que si on regarde le principe d'une fenêtre, okay, donc le principe d'avoir quelque chose avec une barre ici, là, puis des pitons, okay, que ce soit en haut à droite si vous êtes sur Windows ou Linux, ou en haut à gauche si vous êtes sur Mac ou Linux, dépendamment du Linux que vous avez. Donc le principe d'une fenêtre, en swing, c'est un frame. Donc pour être capable de faire afficher cette affaire-là, il faut se créer un nouveau JFrame, okay, pour un Java Frame. Donc ici, on a la création de l'objet, on l'assigne dans une variable qu'on a créée de type JFrame, ça va bien. Puis là, après ça, quand je vais vouloir configurer qu'est-ce qu'il y a à faire avec cette fenêtre-là, je vais utiliser un paquet de méthodes pour être capable de gérer qu'est-ce que je veux customiser à l'intérieur de ma dite fenêtre. Donc, si je regarde ici, le principe, c'est qu'on va toujours avoir ici cette option-là. Okay? Donc, cette option-là, ce que ça fait, c'est que par défaut, les programmes en swing sont ce qu'on s'appelle des programmes asynchrones. Ça veut dire que quand je roule mon programme, okay, si on regarde ici, on a roulé le programme. Hein? La dernière instruction, c'était le println avec le hello. Puis, on a ici le hello qui est affiché. Okay? Donc, on s'est au moins rendu là. Puis, si je regarde après ça dans mon main, hein, dans mon main, en ce moment, il y a juste cet appel de méthode-là. Là. Il est supposé rien se passer après. Mais, si je regarde ici, en ce moment, le programme est encore en train de rouler. Donc, le programme est toujours actif par défaut quand on utilise du swing. Okay? Ça veut dire que quand tu payes sur play, par défaut, il va pas, même s'il se rend jusqu'à la fin du programme, quand la fenêtre existe, le programme continue de rouler même pendant ce temps-là. Puis, même si j'essaye de détruire la fenêtre, je paye sur le X, par défaut, ça continue de rouler. Nous, on veut avoir un petit peu plus de configuration de ça, parce que si ça continue de rouler, puis tu oublies de peser sur le petit piton stop, là, tu te rends compte, genre, après 3 heures de débogage, que tu as comme genre 50 programmes qui roulent en même temps, puis ton ordi est super slow, puis ça va mal, puis là, tu as plein de problèmes. Fait que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, quand, OK, on essaie de fermer la fenêtre. Quand on essaie de fermer la fenêtre, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on utilise un mutateur, donc on change les variables d'instance à l'intérieur, on change le comportement de mon frame, le comportement de ma fenêtre. Hein, quand on parle d'un frame, on parle de la fenêtre. Puis on lui dit, OK, utilise une constante, hein, un peu comme qu'est-ce qu'on a utilisé dans le devoir 1, mais ici la constante a directement accès à l'élément. Fait que nous on dit, utilise le exit on close. Donc ça ici, c'est une valeur quelconque que lui, il sait que quand j'envoie ça à cette méthode-là, quand je vais cliquer sur le petit X de ma fenêtre, ça va fermer mon programme. Donc, à chaque fois que je vais me créer une fenêtre, je vais toujours rajouter cette première instruction-là, juste pour nous aider, puis dire quand je ferme la fenêtre, ferme mon programme en même temps. Alright. Deuxième chose qui se passe avec notre fenêtre, on est capable de changer sa taille. OK, donc si je décide de mettre quelque chose de plus grand ici, puis que je réexécute ce programme-là, j'ai maintenant une fenêtre qui a une largeur plus grande. OK? Donc, on peut décider de la taille de la fenêtre, du frame, avec le set size. Hein? Donc, la largeur, la hauteur, ça le seté. Dernière chose qui est important d'avoir quand on a le frame, par défaut, quand tu es en train de construire l'élément, okay, souvent, tu vas construire bout par bout, puis ça n'arrive pas tout de suite qu'il est déjà prêt, ou c'est pas nécessairement quelque chose qui a besoin d'être visible tout de suite. Donc, par défaut, les différents frames que tu crées sont invisibles. Okay? Donc, ils ne sont pas visibles par défaut. Donc, pour la dernière partie, pour être capable d'avoir quelque chose de visible puis de tangible, ça va être de dire, OK, prends mon frame, puis change sa visibilité à vrai. Donc,
une fois que j'ai créé le frame, j'ai dit que quand je clique sur le petit X du frame, ça quitte. J'ai dit que mon frame, il allait être 800 par 500. Je dis, affiche-le-moi, je suis prêt à le voir. Puis c'est là que ça va apparaître à l'utilisateur. Après ça, ça continue parce que c'est en mode asynchrone. Puis même s'il a passé au travers, il est quand même en train d'attendre après la fenêtre pour qu'elle quitte. Fait que ça, c'est notre premier exemple, un frame de base. Un peu de rab, juste avoir le frame de base. Ça serait intéressant d'avoir des éléments à l'intérieur du dit frame. Fait qu'on va aller regarder notre deuxième exemple. Donc, dans notre deuxième exemple, on va regarder premièrement le principe de components. Donc, si on regarde, hein, on a deux références, les Layout Manager, qu'on va revenir dans un instant, puis les Components. Quand on parle de Components, on parle de patterns qu'il faut qu'ils apparaissent dans la fenêtre. Okay? Donc, je parle de zone de texte, je parle de boutons, je parle de barre de défilement, je parle d'image, je parle de zone de texte. Donc, n'importe quoi qui est supposé être un élément interactif de ma fenêtre, ça va être ce qu'on appelle un component. Puis là, si on regarde ici, on a une liste des différents components. Okay? Il y en a pas mal. Si, admettons, on regarde, on peut aller voir si je veux, admettons, un bouton. Ben, je peux aller voir, OK, il y a des démos pour chacun. Puis, en plus de ça, à droite, il y a tout le temps un petit tutoriel sur comment utiliser les différents éléments. OK? Fait que je peux voir ici, j'ai tout comment utiliser des boutons. OK? Donc, nous autres, on va regarder un exemple qui utilise un bouton, voir qu'est-ce qui se passe avec. Fait que le principe du bouton, OK, c'est de dire... Attends, on va effacer ça pour l'instant. On va mettre ça en commentaire pour l'instant. On va revenir là-dessus. C'est de créer le component. OK, donc je veux créer un bouton. Puis ici, je peux aller voir ici la classe JButton. OK, c'est une classe. Je peux aller voir ici son constructeur. Puis son constructeur, je peux voir que j'ai un constructeur qui prend un string qui va créer un bouton avec un texte à l'intérieur. Hey, ça sonne excellent. J'aimerais savoir un bouton qui dit OK. Fait que je me crée un bouton qui dit OK. Là, la partie, c'est que le bouton tout seul, il existe, mais il n'est pas relié à rien. Donc, quand on crée différents components, ce qu'il va falloir faire, c'est les ajouter à notre fenêtre. OK? Donc, le principe ici, ça va être de dire, bon, j'ai tout le code que j'avais tantôt. Hein? Donc, je crée mon frame, je crée ma fenêtre, je dis que ma fenêtre, quand je la ferme, ça exit le programme. Et je dis, oups, j'ai cliqué ça. Ah non, j'ai mis un 40. J'ai un 40 par 200 comme taille, puis à la fin, je le mets visible. Mais moi, ce que je vais pouvoir faire, c'est ajouter mon bouton à ce frame-là. Donc, je crée le bouton, puis la référence que ça crée, je l'ajoute à mon frame. Fait que si on regarde que ça donne cette affaire-là, j'ai ici une fenêtre, OK, qui a un seul bouton. OK, on peut cliquer dessus. En ce moment, quand je clique sur le bouton, il ne se passe rien, ce qui est complètement normal. On va parler de l'interaction la semaine prochaine. Donc, je clique sur le bouton, il ne se passe rien, mais je peux voir que le bouton a pris toute la place par défaut. OK, donc on va voir le principe de comment est-ce que quand j'ajoute des différents components dans mon frame, quand je l'ajoute dans différentes places, comment ça va se passer. OK? Donc, si on regarde ici, juste par principe, si je reprends le même code, donc je vais cliquer sur le petit X, on va l'arrêter. J'exécute. Puis si je regarde ici, on a ici un deuxième bouton que j'essaie d'ajouter, que j'ai appelé avec le texte OK2, puis je peux voir que dans ma fenêtre, il y a juste le bouton OK2 qui apparaît.
Ici, c'est à cause de la manière que les différents components sont ajoutés. En ce moment, la manière qu'ils sont ajoutés, c'est juste un par-dessus l'autre. Fait que j'ai mis mon bouton, tu sais, si tu mets la fenêtre, j'ai le bouton 1, puis là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté le bouton 2, fait qu'il était par-dessus, puis tu vois plus pantoute le bouton 1. Fait que on a en ce moment juste le bouton 2, c'est pas super. Fait que on a ici un exemple juste d'ajout. Hein, en passant aussi, si on fait une autre petite variation, ici j'ai directement mis le bouton, mais j'aurais très bien pu avoir une étape intermédiaire où j'aurais créé le bouton avant, puis j'ajoute le dit bouton dans mon code par la suite. Est-ce que tu as une préférence? Y a-t-il une norme ou... Ben, il n'y a pas de préférence autre que la lisibilité. Le principe, c'est qu'en Swing, on va voir que pour créer des interfaces, ça va être un hostie de paquet de code. OK? Fait qu'il y a vraiment beaucoup de code. Fait que si on essaie de prendre des raccourcis pour que ça soit juste un petit peu moins de lignes, c'est comme la préférence pour que ça soit un peu moins de charabia. Tu sais? Parce que, Ok, mettons, fait que de j'ai le mettre direct new button dans les parenthèses, c'est ça ça, va. si t'as pas besoin de faire autre chose avec le bouton, envoie-les directement, puis on va être correct. Parfait. Mais on peut, tu sais, fait que si, mettons, tu avais besoin de faire des choses avec ton bouton, tu voudrais peut-être changer le texte par rapport à d'autres affaires, tu voudrais peut-être changer sa taille, tu sais, il y a peut-être changer la couleur, il y a plein de choses que tu peux faire avec le bouton, il faudrait aller voir comment ça marche le bouton, tu sais, parce que on a le J-button, mais à partir de là, on a ici blablabla, un paquet de méthodes que je peux utiliser, ok, pour aller travailler avec le bouton. Ok, fait que, comme tu dis, ça, si t'as besoin de le traiter plus souvent à plusieurs places dans le texte, c'est mieux de C'est ça. l'instancier au départ. Et voilà, et voilà. Si tu as besoin de faire des choses avec, d'appeler certaines de ces méthodes dépendamment de ce que tu es en train de faire. On va avoir des exemples tantôt de ça. Parfait. Parfait. Fait que, attends, je vais retrouver ma petite fenêtre. J'ai dit, je vais retrouver ma petite fenêtre. Excellent. On va la fermer. Fait que, on a l'exemple, ok, de juste la fenêtre qui a les différents éléments à l'intérieur. Pour être capable de mieux gérer, d'avoir plusieurs components, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une espèce de container de components. Ok? Donc, un container de components, on appelle ça des panels. Donc, ici, on va avoir un deuxième petit exemple. On va aller le setter pour que ça roule. On va tout de suite exécuter, on va voir ce que ça donne. Puis, on va aller voir le code qui vient avec. Et voilà. Donc, on commence, même principe. Donc, il faut toujours commencer avec un frame. On n'a pas le choix, le frame, c'est la fenêtre. Si tu n'as pas de fenêtre, tu n'as rien. Donc, on a un frame. On dit que quand je clique sur le X, ça ferme le frame. On a une taille de frame. À la fin, on va avoir le frame qui va être visible. Puis là, ce qu'il faut comprendre, c'est que Swing, c'est un peu comme le film Inception. OK? Tu as des affaires qui rentrent dans des affaires, qui vont être dans des affaires, qui vont être dans des affaires. OK? Puis le niveau d'imbrication, c'est toi, c'est ton imagination qui décide ça va jusqu'où. Fait qu'on a le premier niveau qui est le frame. OK? Puis là, ce qu'on va faire, c'est que dans le frame, on va mettre le panel. Puis dans le panel, on va mettre différents boutons. Puis cette hiérarchie-là va faire en sorte que ça va être affiché d'une manière qui va être un petit peu plus clean par rapport à nous autres. Fait que si on regarde, on a ici la création d'un panel. OK? Fait que c'est un component que je peux rajouter. Donc j'ai ici un JPanel. Je peux voir ici que j'ai créé une variable intermédiaire. Puis je peux voir que à mon frame, j'ajoute seulement le panel. Donc je peux voir que j'ai d'autres affaires qui s'ajoutent dans le panel, mais à mon frame, à ma fenêtre, la seule chose que j'ajoute, c'est le panel. Là, si je regarde ici, dans mon programme final, j'ai quand même deux pitons. Là. Fait que comment est-ce que ça se passe? C'est que le panel, lui, au panel, j'ai ajouté des boutons. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que je commence, j'ai un panel, ok? Ben, j'ai créé ici mon frame.
OK? J'ai mon frame, j'ai ma fenêtre, il va y avoir les X, mon X puis mon minimisation ici. Puis là, à côté de ça, je décide de créer un panel. Puis dans ce panel-là, je rajoute 2 boutons. Puis une fois que j'ai ce panel-là avec mes 2 boutons, je prends au complet le panel avec les 2 boutons, puis je viens l'insérer dans ma fenêtre. Mais comment t'as fait pour savoir qu'ils ne seraient pas un à côté de l'autre, les boutons? Ouais. Fait que ici, quand on crée un JPanel, par défaut, ça utilise ce qu'on appelle le Flow Layout. Donc, on va revenir aux différents Layout Managers. Donc, les Layout Managers, c'est eux qui décident qu'est-ce qui arrive quand j'essaye d'insérer plusieurs components. OK. OK? Donc, dans un JPanel, le Flow Layout Manager me permet de faire en sorte que les différents components vont être espacés d'une manière qui est la plus sensée possible, sans avoir aucune configuration. OK. Fait que je peux voir ici qu'il a inséré le premier bouton OK en premier en haut, puis ensuite il a dit OK, j'ai un deuxième bouton OK, j'ai pas exactement de place pour le mettre à droite, fait que je l'ai mis en dessous. OK. Il était comme c'est ça. Puis, si je bouge la fenêtre, OK? Ah! Je peux voir que le Flow Manager il est comme, ah ben là, tu as de la place pour avoir les 2 boutons, un à côté de l'autre. Parfait, je mets les 2 boutons à côté de l'autre. En fait, la seule affaire que tu as donnée, toi, comme information, c'est l'ordre dans lequel tu voulais les ajouter. OK? Des fois, là, s'il n'y a pas assez de place, les boutons sont rectangles, mais ouais. ça, c'est déterminé où qu'ils sont rectangles, qu'ils sont pas ronds. Par défaut, OK, dans la construction du bouton. OK? Si tu veux, tu peux... si on fait une petite recherche ici... Donne-moi 16... Comment? 16... Il y a un get size, puis il doit y avoir... Ouais, c'est ça. Fait qu'on peut voir ici, on a un set maximum size, set minimum size, set preferred size, puis avec tous ceux-là, tu peux dire c'est quoi que tu veux que ça soit ton bouton le plus possible. OK, ben par défaut, c'est ce qu'on a vu dans ta fenêtre. Exact. Fait que si on regarde ici, le set preferred size, lui il prend un objet de type dimension. Puis là, tu vas voir, ben, un objet de type dimension, comment ça marche. J'ai le droit d'avoir un constructeur qui a un width puis un height. OK, fait que c'est toujours le principe de ces affaires-là, c'est vraiment, tu checkes la documentation, tu checkes qu'est-ce qui est disponible, tu checkes comment construire les différents éléments, puis c'est beaucoup de tâtonnage. OK, cette dernière partie-là, là, on va voir que, on a une semaine au complet pour comme le cours de l'avant-dernière semaine, ça va être juste pour travailler sur le tâtonnage durant le devoir. Là. Okay. Donc, c'est vraiment juste d'aller regarder les différentes affaires, de faire des recherches, voir comment faire des boutons à telle place, comment afficher une image, et ainsi de suite. De voir comment... parce que c'est le principe d'utiliser une librairie déjà existante. Parce qu'une fois qu'on sait, comme Java, comment ça marche, la vraie problématique d'un programmeur, c'est d'être capable d'utiliser du code déjà existant avec une documentation déjà existante. Comment devenir compétent à parcourir la documentation, aller chercher l'information que tu as besoin, implémenter ce que tu as besoin. Parfait. C'est comme ça le dernier du cours. OK, fait que on a le principe du JPanel. On a ici le Flow Layout. Donc là, on va aller voir justement les différents Layout Managers. OK, donc il y a différents Layout Managers. Encore une fois, le Layout Manager, en gros, c'est comme le général qui décide comment est-ce que les différents boutons vont être représentés dans la fenêtre. Quand j'essaie d'en ajouter plein, c'est lui qui décide aussi qui s'en vont, comment est-ce que je les place, comment est-ce que je les gère. Donc, à date, on en a vu deux managers différents. On a le Flow Layout, OK? Fait que si on regarde ici, ça le dit « The Flow Layout is the default layout manager for every JPanel ». Fait que, ce qu'on disait tantôt, c'est lui qui décide. Fait que ça l'essaye de les mettre, toutes les components, sur une simple ligne. Puis, si ça marche pas, ça l'essaye de faire une deuxième ligne, puis de toutes les mettre un après l'autre.
c'est tout. On en a, celui qu'on utilise si tu as juste un frame, c'est le border layout. Le border layout, lui, a comme des zones dans lesquelles il peut mettre des choses, puis il va essayer de prendre le plus de place possible dans cette zone-là. Donc par défaut, ça rajoute les jaunes dans le center, ça prend toute la place, puis si tu essaies d'ajouter des choses, ça fait juste les emboîter un par-dessus l'autre. Fait que à partir de là, tu peux comme essayer de faire différentes affaires, mais par défaut, ça fait juste s'emboîter une par-dessus l'autre. On a le box layout, qui permet d'avoir des choses juste en une seule ligne ou une seule colonne. OK? Donc, ça, intéressant pour possiblement le devoir 2, je crois. Wink, wink. Puis, il y en a d'autres aussi qu'on peut utiliser. Donc, un grid, OK, où c'est que tu fais une espèce de quadrillé, tu es capable de setter le quadrillé, puis tu peux dire où c'est que toi, toutes tes affaires vont aller. Puis, il y en a aussi des plus fancy, comme le Spring Layout, qui est utilisé avec des créateurs d'interface que nous, on n'utilisera pas. OK? Fait que le principe, c'est qu'il existe différents types de layout. Il faut être capable d'aller voir le principe de comment les utiliser, mais on va regarder le principe général de comment appliquer différents layouts à l'intérieur de nos exemples. Fait qu'on va aller regarder le prochain exemple. Ok, celui-là ici. Fait que, on commence, même principe. Hein? Donc, on a notre frame, on a notre frame qui va être visible à la fin. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on a un JPanel. Hein? Donc, le JPanel, on dit, je vais l'ajouter à mon frame à la fin. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'à place d'utiliser le flow layout qui est là par défaut, je vais vouloir changer son layout. Donc, dans mon panel que j'ai créé, je invoque la méthode setLayout, hein, donc un mutateur, un modificateur, qui me permet de changer le type de layout. Puis là, je crée un nouveau Layout Manager que je décide d'utiliser le Box Layout. Fait que là, je suis comme OK, comment je fais pour utiliser le Box Layout? Ben là, je peux aller cliquer ici, How to use the Box Layout. Puis là, je peux regarder ici, OK, puis là, j'ai un paquet de code qui me dit, puis attends, je vais zoomer un petit peu in, je sais pas si vous voyez bien avec ça. Poup, poup. Fait que là ici, j'ai un paquet de code. Ce qui est en gras, c'est comme la partie importante par rapport à ce tutoriel-là. Fait que je peux voir ici, j'ai mon set layout avec le new box layout. Je peux voir que j'ai besoin d'avoir en paramètre le JPanel que je suis en train de gérer. Puis, je peux voir que j'ai un deuxième élément qui va être l'axe dans lequel je vais pouvoir mettre les choses. Une autre manière d'aller le regarder, c'est si je vais voir directement la documentation. Je peux voir ici, j'ai un constructeur quelconque ici. OK. Donc, j'ai un constructeur qui prend le target, hein, donc le panel dans lequel je suis en train de travailler, puis qui prend l'axe dans lequel je veux le faire. Hein, parce que le box, on a dit que c'est une ligne ou une colonne, il faut lui dire c'est lequel. Puis là, je peux voir ici, OK, ben j'ai différentes constantes qui viennent avec pour spécifier l'axe que je veux représenter. Fait que quand j'ai tout ça en tête, ben je peux voir ici, j'ai mon box layout, je le link au panel que je suis en train de créer, puis j'utilise ici l'axe des Y pour dire que ça va être dans l'axe des Y. Fait que je sais que je vais utiliser Box Layout. Une fois que j'ai su ça, il a fallu que j'aille regarder la documentation. En passant, si vous regardez ici dans IntelliJ, si tu fais juste hover par-dessus assez longtemps, la documentation sort automatiquement. Okay? Tu peux aller la voir directement à part. Tu peux aussi cliquer sur F1 pour que ça rouvre dans sa propre page. OK, à droite, dans le tool window de documentation. Hein, donc, quand vous recherchez différents éléments, c'est toujours le fun d'avoir ici le F1 prêt pour être capable d'aller regarder comment est-ce que ça va fonctionner. Donc, j'ai mon box layout de fait. Fait que là, il sait que ça va être un box layout, pas le flow habituel. Fait que là, ici, j'ajoute mes boutons. Là, on est rendu habitué. Je crée des boutons. Là, ici, je vois, hey, j'ai un nouveau type de component, un label. Donc, le but du label, c'est juste d'avoir une zone de texte. On va regarder qu'est-ce que ça donne
en roulant notre exemple. Fait que je peux voir qu'il a utilisé l'axe des Y pour mettre les différents components dans l'ordre que je les ai mis. Puis, même si la taille, ok, me laisse de la place, lui est comme, non, non, moi j'ai un box component en ce moment, je vais directement jusqu'en bas, ok, ligne verticale, c'est pas un problème. Fait que on a ici ce principe-là avec les différents layout managers. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'on peut faire un lock de la taille? Est-ce que... répète ça? Si on peut faire un lock de la taille, vu qu'on peut, faire comme un resize, est-ce qu'on peut... J'ai pas compris, un knock de la taille? Un lock comme... Ok, ouais. De barrer la taille. Hein? Ouais. Oui, c'est possible. Le principe, c'est que si on va voir dans les différentes propriétés, ok? Ici, on a le size, mais il y a le set minimum size, puis il y a le set maximum size. Ben, si tu mets les deux à la même valeur, t'es pogné à être de exactement cette valeur-là. Ah, ok, parfait. Ok, excellent. Fait que on va regarder ici une autre affaire intéressante avec des fenêtres. Le principe de barre de menu. Ok? Donc, quand on a un frame, quand on a notre frame, on peut avoir ce qu'on appelle le menu bar. Ok? Donc, le menu bar, si on regarde, on va regarder l'exemple, puis on va pouvoir voir qu'est-ce que ça donne pour mieux comprendre qu'est-ce qui vient avec. Non, j'ai perdu ma fenêtre. Je l'ai... écrasé par mes gardes. Et voilà. Donc, on a ici une fenêtre. Puis, à l'intérieur, je peux voir que j'ai une barre de menu qui vient avec. OK? Donc, pas du tout dans les guides d'interface de macOS, mais Swing nous permet de rajouter ça à n'importe quelle fenêtre de n'importe quel système d'exploitation. Donc, le principe, c'est qu'on a quand même ici, on pourrait quand même avoir un JPanel avec plein d'affaires comme on veut, mais on peut rajouter à notre frame un menu bar qui va avoir ici la configuration que j'ai besoin avec les différents menus, les différents items à l'intérieur. Donc, si je regarde, même principe initial, j'ai quand même mon frame. À la fin, je peux voir ici que j'ai mon setVisible de mon frame à true, puis je peux voir que j'ai mon menu bar, okay, qui va être seté au frame. Donc, contrairement à l'habituel de ajouter des choses, qui va rajouter des choses dans le panel principal, le menu bar est son propre modificateur. Donc, c'est le setGMenuBar. Puis là, c'est le menu bar que je vais avoir configuré tout ici. Fait que, il faut que je crée le menu bar que je veux avoir, le JMenuBar. Hein? Fait que comment est-ce que ça marche? C'est encore une fois le même principe d'oignon. Okay? On a des layers d'éléments. Donc, on a notre frame. Dans notre frame, on a le menu bar. Dans le menu bar, on va voir qu'on a différents menus. Donc, le menu, c'est les différents boutons initiaux que je peux cliquer. Puis, à l'intérieur de chaque menu, je vais avoir ce qu'on appelle des menu items. Okay? Donc, on peut voir ici, j'ai deux menu items dans mon premier menu. Dans mon deuxième menu, j'ai un item. Puis, mes deux menus font partie du menu bar. Donc, il ne faut pas se tromper dans la documentation, mais le principe, c'est que tout est encapsulé l'un dans l'autre. Hein? Puis, notre menu bar, il est dans notre JFrame. Fait que, j'écris mon menu bar. Dans mon menu bar, si je regarde, qu'est-ce qui va se passer? C'est, ultimement, je vais avoir mes deux menus qui vont être ajoutés à mon menu bar. Fait que la première chose qu'il faut que je fasse, c'est que je crée les deux menus. Fait que je crée mes deux menus, je leur donne un nom. Encore une fois, je peux aller regarder leur constructeur pour savoir comment ça se passe avec ces éléments-là. Donc, si j'utilise F1. OK. Donc, ça crée un nouveau JMenu avec le string comme un texte. Excellent. J'ai pas de problème avec ça.
Donc, ça a créé menu 1, menu 2 avec le texte à l'intérieur. Là, je veux créer différents items pour chacun des menus. Fait que là, je crée les différents items. Puis, ces différents items-là, il va falloir les ajouter au menu que j'ai créé initialement. Donc, j'ajoute l'item dans le menu. J'ajoute mon deuxième item dans le premier menu. Ensuite, dans mon deuxième menu, j'ajoute mon item 1 de mon menu 2. Hein? Donc, encore une fois, il faut faire attention à l'encapsulation. Je peux comprendre que c'est... ça peut porter à confusion quand vous êtes en train de le faire, mais une fois que tu l'as comme dessiné une fois, tu sais c'est quoi la hiérarchie, puis t'es correct. Fait que, menu bar, on a des menus. À l'intérieur des menus, on a des menus items. Fait qu'une fois qu'on a tout ça, on les ajoute. Puis une fois qu'on a nos menus items qui sont ajoutés à nos menus sont ajoutés à nos menus bar, puis notre menu bar est ajouté à notre frame, puis voilà, on a nos différents éléments. Fait que là, je sais pas si on peut commencer à voir quand je disais que ça crée beaucoup de code. Hein? On a ça ici, là. Puis c'est une quarantaine de lignes de code pour être capable de faire ça. OK? Donc c'est pour ça que souvent on va essayer de faire des choses qui vont être un petit peu plus condensées. C'est comme ici, on aurait très bien pu avoir les new menu JItem directement dans le add ici. Ça nous aurait sauvé une couple de lignes. Parfait. On continue. Donc, dans le principe d'inception des choses, on va aller regarder notre prochain exemple qui va nous démontrer la conception d'oignons qui peut des panels. Okay? Donc, on avait dit qu'on a notre frame, puis dans notre frame, on peut mettre un panel, mais en fait, le panel, tu peux le re-sous-diviser avec d'autres panels. Hein? Donc, le principe du panel, c'est un conteneur. Ben, un conteneur d'éléments peut contenir d'autres conteneurs. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vous l'ai dit, Swing, c'est comme Inception. Okay? Il y a des rêves dans des rêves dans des rêves, il y a des conteneurs dans des conteneurs dans des conteneurs. Donc, on commence, on a le frame. Okay? Ça reste pareil, on a tout notre frame. À la fin, on va dire que notre frame devient visible. Ça, c'est beau. Ensuite, on dit, j'ai un main panel. Okay? Donc là, ici, je l'ai appelé main panel pour bien comprendre que c'est le panel qui représente tout l'espace qu'il y a à l'intérieur de ma fenêtre. Okay? Fait que j'ai un main panel, puis c'est ce main panel-là qui va être ajouté à mon frame. Fait que j'ai le main panel qui représente cette partie-là. Hey, checkez-moi bien, je vais annoter mon propre écran. Fait que main panel en rouge. Excellent. Ensuite, on a deux panels que je vais créer à l'intérieur de ce panel-là. Donc, si je regarde ici mon main panel, quand est-ce que je l'utilise? Je l'utilise pour le rajouter dans mon frame, mais je peux voir ici que dans mon main panel, j'ajoute deux panels, un à côté de l'autre. Fait qu'est-ce qui va se passer? C'est que, on va changer de couleur, je vais avoir deux sous-panels à l'intérieur du panel principal. OK? Donc, le main panel, le panneau rouge en ce moment, par défaut, c'est un layout flow, hein, comme on avait vu tantôt. Donc, ça essaye de prendre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, puis de le mettre un à côté de l'autre. Si ça ne fait pas, ça va le mettre un en dessous de l'autre. Fait que si on regarde, qu'est-ce qui se passe avec nos panels intérieurs, OK? Nos panels imbriqués. Fait que, qu'est-ce que je fais? C'est que je me crée un panel, puis je le mets en box layout. Fait que je dis, OK, je le mets en box layout. On a vu tantôt le box layout, ça nous permettait de le faire en ligne ou en colonne. On le fait en ligne, puis j'ai dit, rajoute-moi un bouton, du texte, un autre bouton. Fait que je peux voir ici ce panel-là en bleu. C'est ce panneau-là qui a été ajouté en premier à mon main panel. Hein, c'est pour ça qu'il est en premier dans la liste. Puis je peux voir ici, j'ai un deuxième
panel qui est créé, le panel 2, qui va être celui-là ici. Lui aussi utilise le box layout vertical, mais lui a d'autres boutons avec d'autres textes, puis lui est ensuite ajouté à mon panel principal. Fait que là ici, j'ai ces deux panels-là qui sont en flow, puis à l'intérieur, eux autres ont leur propre layout manager. Fait que ça me permet vraiment d'avoir plein de flexibilité sur qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur du programme. Là ici, la question, c'est qu'est-ce qui arrive quand je vais essayer de bouger la taille de ma fenêtre? Qu'est-ce que le programme va essayer de faire? Fait que, on va voir quand je vais essayer de rétrécir la fenêtre. Boum! Qu'est-ce qui vient de se passer? Ben, quand j'étais ici, j'ai mes deux panels qui sont contenus dans mon main panel, puis ils peuvent coexister sur la même ligne. Il y a assez de place. Fait qu'il n'y a pas de problème. Lui, il met les deux éléments qu'il a besoin de faire apparaître, il met un à côté de l'autre. Mais quand vient le temps de manquer de place, ben là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ben là, je suis pas capable de mettre les deux J-panels un à côté de l'autre. Fait que lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le premier J-panel, il va le mettre au-dessus. Il va prendre le deuxième J-panel, il va le mettre en dessous. Puis ces J-panels-là, ben, ils vont avoir leur propre code qu'il y a à l'intérieur. Fait que ça me permet d'avoir des éléments encapsulés pour s'assurer que, tu sais, mettons, genre un sous-menu reste tout le temps de la même forme, mais que ce sous-menu-là peut se déplacer avec le restant de mon interface pour être capable d'avoir quelque chose de dynamique. Alright. J'ai remarqué, ils sont pas centrés dans leur boîte, les boutons. Ils sont left adjusted. Fait que c'est normal qu'ils sont comme à gauche parce que j'ai pas dit qu'ils devraient être centrés. Ok, mais la boîte de droite, la boîte de gauche, les boutons sont à droite, puis la boîte de droite, les boutons sont à gauche. Ben, si tu regardes ici, c'est que le principe, c'est que c'est ajusté à gauche comme ça. Tu sais, c'est juste ajusté à gauche. Ok. J'aurais pu dire après ça que ton texte devrait être centré, ça aurait été dans le label, j'aurais pu faire un set alignment. Il y a comme j'ai dit, un paquet de codes, un paquet de méthodes, un paquet de choses que tu peux faire. Bon, là, c'est par défaut comme ça. À chaque fois, ben, tu te retrouves sur Stack Overflow pour savoir comment le faire. C'est comme ça le principe de Swing. Parfait. OK. Dernière chose qu'on va regarder aujourd'hui, c'est le principe d'avoir un élément externe que je vais prédéfinir puis que je vais utiliser pour pas avoir à écrire un paquet de code plusieurs fois. Donc on peut voir ici que j'avais deux panneaux, puis les deux panneaux étaient très semblables. Il y avait juste un peu de texte à l'intérieur qui était différent. Ben, je peux créer mes propres classes qui vont extend, donc qui vont hériter des frames, qui vont hériter des panels pour être capable d'avoir une configuration initiale qui est plus facile, plus sensée, plus facile à utiliser par la suite. Donc, je vais présenter ici un panel que je veux créer par moi-même, okay, avec des éléments initiaux automatiques. Fait que ici, qu'est-ce que je crée? J'ai un custom panel. C'est une extension d'un JPanel. Fait que partout où c'est que je peux utiliser un JPanel, je vais pouvoir utiliser mon custom panel que j'ai fait. Qu'est-ce que je fais? C'est que quand je crée quand j'utilise le constructeur, je fais un paquet d'affaires initialement pour être capable de initialiser mon panneau comme j'ai besoin. Donc je regarde ici, mon custom panel, ça crée un box layout, ça rajoute un bouton, ça rajoute le texte, puis ça rajoute un nouveau bouton. Ici, point important, le texte, je l'ai mis dans une variable d'instance que je vais pouvoir modifier par la suite. Fait que le principe ici, c'est que je peux avoir mon custom panel, puis je vais pouvoir changer le texte de ce panel-là. Avec ça, on retourne voir notre démo. On va mettre ça ici. Parfait. C'est ici,
celui-ci, on a celui-là. Ouais. Fait que, ici, en passant, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai en fait 2 constructeurs possibles. Les constructeurs possibles, il y en a un qui prend aucun paramètre, puis le deuxième qui prend un string, qui va venir utiliser le this, hein, qui va en fait appeler le constructeur par défaut. Je peux voir ici quand je clique dessus, il est conscient que c'est le même, hein, parce que le this fait référence à lui-même, ça rappelle le constructeur. Puis après ça, je peux changer juste le texte par rapport à ce que j'ai reçu dans mon constructeur. Qu'est-ce que je fais ici? J'ai mon frame, ça reste le même code. Je fais que mon frame est visible. OK? J'ai ensuite un custom panel que j'ai créé. Puis à l'intérieur, je crée différents custom panels. Fait que je vais créer un panel, puis à l'intérieur, il va y avoir des panels que moi j'ai créés, mais tout ça automatiquement. Donc, je peux voir ici, j'ai mon gros panel, ok, donc celui qui prend toute la place, celui que je rajoute dans mon frame. Puis là, ce que je fais, c'est que j'ajoute avec un constructeur dans une boucle. Comme ça, je peux voir ici que pour chaque itération de la boucle, ça a créé un panel que j'ai fait. Puis à l'intérieur, j'ai juste mis l'itérateur de boucle. Fait que je peux voir ici, j'ai réussi à créer un paquet de components avec très peu de code. Parce que j'ai créé un custom panel derrière qui était capable de tout faire d'un coup. Après ça, juste pour démontrer, je peux quand même en avoir un autre, hein, qui utilise le constructeur par défaut, ça marche aussi. Puis tout ça fait partie de mon affaire. Ici, j'ai aussi mis une taille minimum. Hein, donc on peut voir ici, tantôt on parlait de, ok, mais qu'est-ce qui arrive si je veux avoir exactement une taille? Ben, je peux mettre le minimum size. Puis en mettant le minimum size, je peux l'agrandir, mais quand j'essaie de le réduire, oh, ça bloque, ça ne peut pas devenir plus petit qu'une certaine taille. Fait que on peut étendre les panels comme les frames pour être capable d'avoir des configurations initiales qui sont plus faciles, plus accessibles quand j'ai des éléments qui se répètent dans mon code. Fait que ça nous permet de créer des fenêtres. À l'intérieur des fenêtres, on peut avoir différents panels. Les différents panels ont des layout managers qui me disent comment les différents components vont être capables d'être insérés puis de vivre à l'intérieur de ma fenêtre. Fait que ça fait le tour de notre bloc de matière d'aujourd'hui. Je vous conseille d'aller chercher ces différents exemples-là, okay? Parce que c'est en jouant avec les exemples qu'on est capable de bien comprendre. Encore une fois, aussi, quand je veux utiliser différents éléments, okay? Si je sais pas c'est quoi un text area, ben, je peux aller chercher dans la documentation comment est-ce que ça marche chez text area, de quoi est-ce que ça a de l'air le code qui vient avec, okay? Puis c'est toujours d'aller regarder la documentation pour savoir comment représenter chacun des éléments que j'ai besoin. Excellent. Donc, ça clôt notre cours pour aujourd'hui.